Salut les artistes! Aujourd'hui, on va se retrouver dans une vidéo concernant les valeurs de gris, une des notions importantes lorsque vous allez commencer à dessiner et lorsque vous allez vraiment vouloir jouer avec ce qu'on appelle le rendu des ombres et des lumières pour créer le modelé, donc cet effet de faire ressortir en quelque sorte les éléments de votre feuille. Les valeurs de gris, c'est vraiment la notion de base que j'inculque à mes élèves lorsque je les ai lors de la première année secondaire, puisque ce que je leur dis, c'est que ceci, c'est ce qui va servir de fondation pour pouvoir aller plus loin dans les différentes notions qu'on va voir au cours de l'année et au cours de la deuxième secondaire. Ici, je vais vous expliquer la manière pratique, mais je vais également vous expliquer, avant qu'on ne fasse tout ceci, un petit peu de théorie, puisque sans la théorie, il n'y aurait pas de pratique. Allez, on y va. Voici donc ce qu'il vous faut à portée de main pour réaliser les exercices que l'on va faire ensemble dans cette vidéo. Une feuille, tout ce qu'il y a de plus simple, feuille de papier machine, photocopieuse, imprimante. Il n'y a aucun souci. Pour le premier exercice que l'on va faire ensemble, ça convient très bien. Un petit accessoire qui est facultatif, c'est ce que l'on va nommer un affûtoir. C'est cette petite poignée sur laquelle vous avez du papier de verre fin, donc qui n'est pas très abrasif, mais qui l'est quand même un tout petit peu, sur lequel donc sur ce manche, vous voyez, ont été agrafés une certaine quantité de papier abrasif. Donc moi ici, on a déjà quelques-uns que j'ai évidemment utilisés au cours des années. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'avoir la petite manchette comme ceci, hein. Vous pouvez très bien avoir un petit morceau de papier de verre à degré très fin au point de vue de l'abrasif, et ça fonctionnera tout à fait. Donc ça, c'est vraiment facultatif. Je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi cet outil est intéressant. Ça convient très bien. Ensuite, prévoyez de préférence une gomme fine. Bon, ça, c'est pour après. Une gomme normale, vous avez nettoyé l'extrémité. Vos différentes crayons de gradation de H en passant par le HB vers le B. Ici, j'en ai toute une série, mais fondamentalement, vous n'aurez besoin que du crayon H, du HB, et d'un crayon B. En l'occurrence, ici, j'ai un 2B. Voilà. Ça, ce sont les 3 crayons de base que je demande à mes élèves pour partir à la découverte des crayons mine graphite du dessin. Vous pouvez éventuellement, si vous en avez plus, continuer l'expérience en utilisant les différents crayons. Je les utiliserai un petit peu plus tard dans la vidéo. On y va. Premier petit exercice. Avant de réaliser ce premier petit exercice pour vous pouvoir découvrir la sensibilité de nos différents crayons, il est important que vous puissiez ici visualiser toutes les différentes gradations que l'on peut obtenir avec justement nos différents crayons. Vous avez les crayons H. Les crayons H, ce sont les crayons à la mine la plus dure, la plus sèche. C'est les crayons qui vont vous permettre d'avoir des valeurs plus claires. Ensuite, vous allez avoir au milieu de ceci le crayon HB. Le crayon HB qui va comporter des valeurs, comme son nom l'indique, du H, mais également un petit peu du B. Le crayon HB est une mine, on va appeler une mine de milieu de gamme, qui reprend les caractéristiques des 2 autres mines. Ensuite, vous allez avoir donc également le F. Donc le F, moi je ne l'utilise pas avec les élèves, mais c'est un crayon qu'on utilise également en transition, quoique la mine de F des F va être un peu plus dure que le HB. Donc le F va être moins dur que le H, mais plus dur que le HB. Je trouve que le crayon F, pour moi, n'est pas du tout nécessaire, il n'est pas obligatoire, donc je fais toujours comme s'il n'existait pas lorsque j'explique les différentes gradations à mes élèves. Ensuite, vous avez bien entendu donc, plus on monte dans les lettres, avec la lettre B. Donc quand je dis monter, c'est pas par ordre alphabétique, hein, mais vous allez donc avoir le B. Le B, c'est une mine qui est beaucoup plus grasse. C'est ce qui va vous permettre d'utiliser donc justement l'aspect un peu plus foncé des crayons. Alors vous allez me dire H, ça n'a rien à voir avec le mot dur. B, ça n'a rien à voir avec le mot gras. En français, effectivement, ça n'a rien à voir. Mais dans le système anglo-saxon, puisque la langue anglo-saxonne a pris beaucoup d'importance depuis cela très longtemps, vous allez avoir le B qui va signifier bold, gras. Si vous utilisez justement les traitements de texte, vous avez parfois cette petite icône qui vous permet de mettre votre texte en gras. Et le H qui, en langue anglo-saxonne, veut dire hard, mais c'est pour tout simplement désigner le fait que la mine est plus dure et donc plus sèche. En règle générale, pour un tracé régulier, donc avec une mine sur le papier sans trop appuyer et sans trop
les traits dans le papier, on va utiliser un HB. Parfois, le F. Le H, quant à lui, sera utilisé pour réaliser des traits plus souvent à l'instrument, pour avoir quelque chose de plus fin, d'une plus grande dureté. Et ça, à ce moment-là, on va utiliser les 2 H, les 4 H et ainsi de suite. En dessin, pour rendre justement les différentes valeurs, pour travailler la lumière et les ombres, on va se contenter dans un premier temps, en tout cas c'est ce que je vous conseille, d'utiliser le crayon H. Ça peut être un 2H, H ou 2H, vous n'allez pas avoir une grande différence. Un crayon HB qui va donc faire la transition entre une mine dure plus sèche du H, et donc une valeur claire, et avec le crayon B, qui sera le troisième crayon qu'on utilisera, qui lui est un crayon à mine plus grasse et donc avec plus de valeur foncée. Bon, maintenant, on va passer à la pratique, tout en gardant en mémoire ce que je viens de vous expliquer. Je vais vous répéter de temps en temps lors des différents exercices les petites notions théoriques. Et maintenant, tout de suite, on va réaliser ceci pour que vous puissiez partir à la découverte de l'utilisation de ces différents crayons, de leur sensibilité et également de du maniement du crayon, parce qu'il y a une importance quant à la façon dont on va utiliser et maintenir son crayon dans sa main. Allez, en avant, à tout de suite. Nous voilà donc dans le premier petit exercice pour découvrir les crayons. Alors, c'est un exercice que j'effectue en classe avec mes élèves et qui, en général, leur permet de découvrir la sensibilité des différents crayons, puisque bien souvent, lorsqu'ils arrivent en première secondaire, ils n'ont pas manipulé ces différents crayons aux gradations diverses, avec ce qui va donc de pair avec leurs particularités, leurs différentes sensibilités, leurs différentes caractéristiques. Et donc, ils me demandent toujours pourquoi, madame, 3 crayons, on ne peut pas en avoir qu'un. Alors, fondamentalement, vous pourriez faire l'exercice avec un seul crayon. Cependant, chaque crayon a sa particularité et c'est ce qui les rend justement intéressants. Comme il y a plusieurs duretés de mine, ce qu'on va voir ensemble, vous allez voir que ça va nous aider à créer des choses différentes. Et donc, pour ce faire, on va commencer avec le crayon H. En règle générale, lorsque l'on commence avec le crayon H, on s'aperçoit déjà qu'il y a une certaine sensibilité au niveau de la mine. Ensuite, on va travailler avec le HB. Et oh, que se passe-t-il? On a déjà ici une différence. Je vais faire un zoom pour que vous puissiez me voir. Voilà. Ensuite, on va prendre le B et on va travailler avec le B. Et oh, que se passe-t-il? On a quelque chose de clair, de moyen et d'un peu plus foncé. Ça, c'est le système de base des crayons. À partir de ça, je vais prendre chaque crayon et je vais réaliser un petit test de dégradé. Pour ce faire, je vais manipuler mon crayon d'une manière particulière. La manipulation du crayon est très importante puisque l'inclinaison du crayon va interagir, va découler la sensibilité du trait que vous allez obtenir. Ça veut dire que si je tiens mon crayon comme ceci, j'aurai quelque chose de différent que si je le tiens comme ceci. Le but, c'est d'aller du clair vers le foncé. Donc là, je prends mon B pour vous montrer la différence. En ayant une transition de moyen. Je prends donc mon crayon H et je vais avec mon crayon H aller du clair vers le plus foncé, c'est-à-dire vers la qualité de foncé que je peux obtenir avec le H. Donc jusqu'au maximum où je peux l'utiliser, jusqu'au maximum où je peux appuyer dessus pour obtenir la valeur la plus foncée que ce crayon peut me procurer. On y va. Alors, premièrement, vous remarquerez que je tiens mon crayon avec mon pouce, mon index et mon majeur. Mon majeur vient soutenir le crayon. Le pouce va me permettre, avec l'index, de venir donner différentes inclinaisons. Dans un premier temps, mon crayon, il est non pas utilisé comme si j'écrivais, mais utilisé plus à l'horizontale. L'extrémité du crayon, je le bloque ici dans le C, qui est le C à l'envers, bien entendu, que mes doigts forment avec ici le creux de la paume de ma main. Et on y va. Et que se passe-t-il? En général, on ne le perçoit peut-être pas tout de suite, mais la pression sur le crayon, en utilisant cette position avec la main et ce maintien du crayon, le trait de crayon va être vraiment très léger. Et tout doucement, je vais avancer mes doigts. Ce qui fait que, je ne sais pas si vous avez vu, j'avance mes doigts, qu'est-ce qui se passe? On a l'extrémité, voilà, du crayon qui se redresse. C'est le fait de redresser le crayon tout doucement qui va nous permettre de mettre un petit peu plus de pression sur notre crayon. Le fait de mettre un peu plus de pression sur notre crayon va tout simplement nous permettre, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais va nous permettre tout doucement
d'appuyer et de ce fait d'obtenir quoi? D'obtenir tout doucement quelque chose d'un petit peu plus foncé. Et donc, je continue ma progression. Je vais essayer de faire des plus grandes barres. Voilà. Il est vrai que quand on commence, on a tendance à faire des choses très 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 petites ou à ne pas appuyer assez fort sur le crayon ou bien à ne pas savoir manipuler le crayon de la manière la plus horizontale possible. Maintenant, c'est comme pour tout, c'est un exercice, c'est une manipulation qui s'acquiert au plus vous manipulerez vos crayons. Ça, il n'y a pas de miracle, c'est comme pour tout, c'est en faisant qu'on apprend et que l'on arrive à obtenir les différents résultats et la maîtrise de l'outil. Vous voyez donc ici que je suis partie de cette position-ci avec mon crayon pour arriver à cette position-ci. Et voici donc notre premier résultat avec le crayon H. Vous pouvez constater que nous avons quelque chose de clair, de moyen et de plus en plus foncé. Si je vais comme ceci, que j'appuie très fort sur mon crayon, c'est très compliqué et qui plus est, si on fait ça avec un H, on va avoir un effet d'engravure dans le papier. Donc voici pour le H. Donc l'effet d'engravure, bien entendu, n'est pas quelque chose que l'on désire obtenir. Maintenant, même procédure, mais avec donc mon crayon HB. Vous remarquerez que j'ai trois crayons au total qui sont différents. Ici, j'ai 2 crayons de la marque Staedtler et ici, j'ai un crayon de la marque Derwent. Ce sont les 2 types de crayons que j'affectionne particulièrement. Ils ont déjà un certain temps. Au départ, je les ai achetés sous forme de grandes boîtes. Vous pouvez les acheter, bien entendu, à la pièce. L'idéal, c'est de commencer par les acheter à la pièce. Comme ça, vous pouvez vous familiariser avec les différentes sensibilités de mine, puisque une mine H, bien qu'elle soit de sensibilité globalement pareille dans toutes les gammes de crayons, vous allez avoir un corps de crayon différent. Ici, ce corps de crayon-ci, du Staedtler, la matière est un peu plus glissante. Au point de vue du Derwent, c'est un peu plus mat et un peu moins glissant. Donc ça, c'est un petit peu en fonction de vos affinités, de vos préférences, qu'au fur et à mesure, vous allez pouvoir dire, voilà, moi, je préfère tel ou tel crayon. Ensuite, avec le HB, même chose, on tient son crayon de la manière la plus horizontale possible et on s'aperçoit déjà qu'ici, en appuyant quasi pas sur la mine, on obtient déjà quelque chose qui est relativement proche de ceci. Ce qui veut dire qu'effectivement, on va commencer notre dégradé de valeur en ayant une valeur plus intense que celle que l'on avait avec le H. Alors, je continue. Je vais commencer tout doucement. Donc, vous avez vu, si vous avez été attentif, je vais le refaire. Je commence tout doucement à pencher mon crayon différemment. Je repasse un petit peu par-dessus pour éviter d'avoir quelque chose de trop net dans ma valeur. Donc forcément, puisque mon crayon commence à se redresser, je vais avoir une pression qui va devenir un petit peu plus forte. Et là, tout doucement, vous allez voir, voilà, une différence qui va se marquer. Donc à chaque fois que mes doigts se rapprochent de la mine, automatiquement, la pression se fait plus importante. C'est un réflexe, c'est comme ça, c'est normal. Ici, je vais appuyer au maximum que je peux. Je vais redresser au maximum mon crayon, en sachant que le tenir comme ça ne sert à rien du tout. Donc, il sera toujours un tantinet incliné. Ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et ici, je vais vous montrer jusqu'où on peut aller avec un HB. Voilà. Hop là. Voilà. Et là, vous avez une autre gradation de valeur de gris. Vous allez donc retrouver les valeurs du H, du crayon H, une partie en tout cas, voilà, dans le crayon HB. Maintenant, on va faire pareil avec le crayon B. Nous allons voir quelle valeur du crayon B nous allons pouvoir transférer, tout du moins, avec quelle valeur du HB nous allons pouvoir retrouver des valeurs donc, dans le crayon B. Donc, ici, j'utilise un 2B. Je vous montrerai un peu plus tard l'utilisation d'un 8B, mais ici, on va faire l'exercice tel que je le fais en classe avec mes élèves. Donc, toujours la même manipulation. On appuie quasi pas sur notre crayon puisque on a donc une orientation du crayon qui est quasi horizontale.
Je vais redresser tout doucement mon crayon. Je continue à redresser. Je continue à redresser. Et là, j'appuie de plus en plus franchement, voyez, sur mon crayon. Et en plus, je fais tourner la mine de mon crayon, parce que ça, c'est une habitude que j'ai. Et voilà. On a toutes les gammes de valeurs que l'on peut obtenir avec un crayon B, en l'occurrence le 2B. Et on va repartir à la chasse aux correspondances, aux équivalences. Donc mon crayon B, ici, on va plutôt être dans cette zone-ci. Au niveau du moyen, on va être plutôt ici. Puis là, on va retrouver des valeurs qui vont commencer à être là, là, ici. Et là, on n'en a pas forcément puisque on a un crayon de gradation donc au-dessus du H, au-dessus du HB. Donc, c'est normal qu'il y ait une partie qu'on ne retrouve pas. On a eu pareil avec le HB. On n'a pas forcément retrouvé cette partie-ci du HB dans le H. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des crayons différents et de ne pas utiliser uniquement un crayon HB. Bien que, en cas d'ultime secours, le HB est un bon compromis puisqu'il va réaliser ce que l'on appelle la transition entre votre H et votre B. Maintenant, juste pour le fun, je vais vous montrer qu'il existe des crayons B beaucoup plus gras. Ici, c'est un Staedtler de la marque Lumograph, donc qui est beaucoup plus intense. Et nous avons un 8B. Je vais également vous faire la démonstration avec un crayon donc Staedtler, la même gamme que ceux que j'ai utilisés ici, en 7B. Donc je vais commencer ici avec le 7B. Et là, vous voyez directement qu'on a déjà quelque chose de beaucoup plus foncé. Et hop, voilà, vous voyez, déjà la mine, elle est beaucoup plus grasse. Quand on l'utilise, on le sent sur le papier. Et vous allez forcément avoir quelque chose qui sera beaucoup plus foncé dès le départ, ce qui est tout à fait normal. Vous allez avoir une autre sensation aussi au niveau du glissement de la mine du crayon sur le papier. C'est tout à fait particulier. Et donc, vous pouvez observer que l'on a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus intense, plus foncé dès le départ. Je vais vous faire également la même démonstration cette fois-ci avec le 8B. Vous pouvez instantanément voir la différence. Donc, vous voyez, cette valeur-ci que je retrouve plus ou moins là dans le 7B, je l'obtiens dès le départ avec mon 8B. Donc, je continue toujours le même maniement en appuyant de plus en plus sur mon crayon. Ici, je ne fais pas trop attention au trait parce que le but, c'est quand même que vous puissiez voir l'intensité des différentes mines. Et voilà. Vous avez donc ici un résumé de ce que l'on peut obtenir avec ces différents crayons. Je vais dézoomer un petit peu. Voici. Comme ça, vous avez l'ensemble des résultats. Ça veut dire, donc, comme je l'ai dit précédemment, donc, qu'avec le crayon HB qui fait la transition entre votre B et votre H, on peut déjà obtenir pas mal de valeurs. On constate quoi? On constate qu'avec le H, le HB et le B, on a pour les trois crayons une valeur claire. On commence avec une valeur claire qui est de clarté différente pour chaque crayon. Et on termine avec une valeur foncée qui est foncé d'une intensité différente pour chaque crayon. L'intensité la plus foncée reste le B. Ces crayons du dessous, le 7B et le 8B, ce sont des crayons qui sont facultatifs dans un premier temps quand vous découvrez l'utilisation des trois crayons. Parce que vous pourrez les utiliser et vous amuser avec dès que vous aurez compris comment utiliser nos trois crayons de base. Nos trois crayons de base, je le répète, sont le H, le HB et le B. Avec le H, vous avez vu, nous avons une intensité claire dès le départ et quelque chose qui va se foncer, mais vraiment de manière très légère. Ça reste donc un crayon qui est utilisé uniquement, de préférence pour les valeurs claires. Donc pour le H, ce seront les valeurs claires qui coïncident à tout ce qui est lumineux, donc c'est-à-dire à la lumière.
Ensuite, nous aurons le HB. Le HB, pour le moment, on ne sait pas trop. On laisse de côté. Et puis, nous aurons donc en dernier le B qui, lui, va... Et puis, nous aurons le B qui, lui, va être utilisé pour créer les valeurs foncées. C'est-à-dire, vous l'aurez deviné, les ombres. Et le HB dans tout ça, que fait-il? À quoi nous sert-il? Eh bien, le HB va nous servir à réaliser ce que l'on appelle la transition. Pourquoi la transition? Tout simplement parce qu'on retrouve dans le HB du clair et du foncé. Ça va nous permettre de réaliser ce qu'on appelle des beaux dégradés. Voilà la visite de mon chat. Des beaux dégradés de valeur. Avec ces 3 crayons, vous avez la clé pour pouvoir commencer à réaliser de beaux dégradés, mais aussi surtout à pouvoir progressivement placer les lumières et les ombres sur différents dessins. Maintenant qu'on a réalisé ce petit exercice, nous allons passer aux choses sérieuses et l'on va créer des échelles de valeur de gris, mais également évidemment des mises en valeur de volume pour donner ce qu'on appelle progressivement le modelé. En avant. Premier petit exercice, l'exercice classique, la réalisation d'une échelle de valeur de gris. Nous allons constater que nous avons un ensemble de 10 cases. La première case est une case à blanc, c'est-à-dire que dans cette case-là, nous allons laisser la luminosité, la blancheur du papier afin de se rendre compte que nous allons partir de la lumière vers l'obscurité, en tout cas vers la valeur la plus foncée que nous pouvons obtenir. Nous avons donc un total de 9 cases à remplir et pour ces 9 cases, nous avons nos 3 crayons, toujours les 3 mêmes, le H, le HB et le B. Cela veut dire quoi? Cela veut simplement dire que vous allez avoir 3 cases par crayon. 3 cases pour le H, 3 cases pour le HB, et 3 cases pour le B. Nous allons procéder de manière à ce que nous puissions remplir chaque case de manière individuelle. Ensuite, nous verrons une astuce qui est beaucoup plus utilisée de manière générale pour réaliser les valeurs de gris. Mais cet exercice, ce tout premier exercice, va permettre non seulement d'appliquer ce que nous avons vu précédemment dans notre feuille en utilisant donc des pressions différentes, des inclinaisons différentes et en gérant la répartition de cette pression sur notre crayon de manière à répartir les différentes valeurs ici dans 3 cases. On y va. Alors, je vais commencer dans un premier temps avec la vitesse normale pour que vous puissiez voir ce qui se passe et après progressivement la vidéo sera accélérée. Donc je rappelle que ici je vais vraiment très doucement pour avoir une valeur très claire. Vous percevez qu'ici j'ai croisé mes traits, donc je les croise dans un sens, dans un autre sens et dans l'autre, mais vraiment en ayant une pression qui est vraiment très minime. Le fait de croiser mes traits va provoquer quoi? Eh bien, le fait de croiser mes traits va me permettre de voir le moins possible le sens de trait initial de mon crayon. Ce qui est important puisque au final, quand on va réaliser des mises en valeur d'objets, donc où il y aura du modelé, on évitera au maximum de pouvoir percevoir les traits de crayon. J'ai donc ici ma valeur plus claire avec le H, ce qui veut dire que dans la case suivante, je vais devoir obtenir une valeur un tout petit peu plus foncée. Je procède comme pour dans la case précédente, c'est-à-dire que je n'appuie quasi pas, le maintien de mon crayon n'a presque pas bougé. Je vais utiliser donc le croisement de traits en les superposant comme ceci, et puis comme ceci. Alors pour l'instant, on ne voit pas grande différence, c'est normal et heureusement. Il arrive parfois que quand on est dans le feu de l'action et quand on découvre ses crayons pour la première fois, on ait tendance à appuyer un petit peu trop fort. Et donc la différence entre la première case du H et la deuxième case du H va être trop forte.
Ici, c'est pas ce qu'on cherche. Ici, ce qu'on cherche, c'est de vraiment faire un dégradé qui soit le plus doux possible. Donc vraiment aller tout doucement, comme si on montait les échelons d'une échelle et que l'on montait d'un niveau à chaque fois. Donc ici, j'ai terminé de repasser autant que dans la première case. Vous voyez que c'est déjà un tout petit peu plus foncé. Eh bien, je vais repasser encore un tout petit peu pour intensifier justement la valeur et la foncer légèrement. Je dis bien légèrement, donc je n'appuie toujours pas sur mon crayon. Par contre, regardez tout doucement, que se passe-t-il? Tout doucement, on va percevoir quand même une différence de valeur. Je vais faire un zoom pour que vous puissiez mieux voir les choses. Voilà. Et je vais procéder comme ça dans chaque case. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais m'assurer d'avoir le même nombre de couches que dans la première et de superposer quelques couches supplémentaires pour avoir une différence. Donc là, on perçoit déjà une légère différence. Maintenant, je continue. Et je vais vous quitter en voix off pour vous laisser en accéléré avec un petit fond musical, histoire que vous n'ayez pas à attendre la durée réelle de cet exercice. Parce que oui, c'est un exercice qui ne se fait pas en 5 minutes, loin de là. C'est un exercice qui va prendre du temps, dans le sens où, ici, moi, c'est le genre d'exercice que j'ai déjà dû faire aux études, donc forcément, je le maîtrise. Mais lorsque l'on n'a jamais fait ce type d'exercice, il y a la découverte du crayon, il y a la découverte de la pression, il y a la découverte du fait de devoir passer de case en case en fonçant un petit peu, mais pas trop. Et donc, ce sont tous des facteurs qui, mis ensemble, lorsque l'on fait cet exercice pour la première fois, peut être un petit peu déroutant, il faut l'avouer. Allez, on se retrouve tout de suite après. Et voici la première phase donc de la réalisation d'un dégradé en échelle de valeur de gris est terminée. Donc vous voyez bien qu'il y a une légère progression de case en case. Ici, à l'écran, ça ne se voit pas, mais je peux vous assurer que quand on regarde vraiment bien le papier, on a vraiment une différence entre ces deux cases. Ce que je peux faire un petit peu pour vous accentuer un peu la différence, que je vais repasser un petit peu, mais vraiment rien, parce que sinon je vais arriver trop près de la valeur du B qui est juste à côté. Donc vous voyez que contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un exercice qui n'est pas si simple que ça, puisque vous devez maîtriser l'utilisation des différents crayons, la pression des crayons, les différences entre les valeurs pour ne pas faire des allers-retours, avoir du clair, du moyen, du foncé à droite à gauche. Non, ça doit vraiment être le plus logique possible. Maintenant, nous allons réaliser un autre petit exercice, et également un exercice que je réalise avec mes élèves en classe lors de la découverte des valeurs de gris. Il va s'agir de réaliser un dégradé de valeur de gris, mais sans avoir donc ces fragmentations de case en case. Ça veut dire qu'il va falloir remplir l'entièreté de la case avec chaque crayon au fur et à mesure. Je vous explique le principe sur une autre feuille. Alors, avant de passer sur la bonne feuille, le principe, c'est de comprendre comment nous allons réaliser donc le dégradé dans ce cadre. La manière est relativement simple. Une fois qu'on l'a comprise, vous allez normalement même trouver que c'est la technique la plus idéale pour réaliser vos beaux dégradés. Donc, il va s'agir dans un premier temps de venir positionner, donc de venir remplir votre cadre, donc votre rectangle, avec votre crayon H. Donc là, c'est ma première couche de crayon H. On va dire que le cadre est comme ceci. Voilà, c'est un peu plus petit pour aller plus vite dans les explications. J'ai donc utilisé mon crayon H, jusqu'au bout. Ensuite, je vais me décaler un petit peu.
Et je vais repasser jusqu'au bout avec mon crayon H. Je me suis donc décalée, mais j'ai continué à superposer jusqu'au bout avec le crayon H. Je me redécale et je continue. Ma pression est légèrement plus appuyée à chaque fois que je me décale avec mon H et donc à chaque fois que je repasse sur les précédentes couches. Donc je m'étais décalée avec mon H. Voilà. On a donc utilisé 3 fois notre H comme dans l'exercice précédent. Maintenant, je vais utiliser mon HB. Mon HB, il vient après le H, donc je dois déjà le décaler. Donc je vais partir d'ici et je vais repasser sur tout jusqu'au bout, donc sur toute la surface qui est vers la droite. J'en profite pour terminer un peu ça mieux. Voilà. Après, même chose, je redécale mon HB et je vais jusqu'au bout. À chaque fois qu'on se redécale avec le crayon, on va forcément avoir de moins en moins de superficie à repasser. C'est normal puisque ça rétrécit. Troisième fois que j'utilise mon HB, je vais également me décaler. J'appuie un tout petit peu plus. Voilà. Et puis je vais utiliser mon B, donc qui lui va avoir, si je regarde la distance, déjà une plus petite distance. Voilà. Je vais leur décaler une deuxième fois. On a une plus petite distance. Et je vais les décaler une dernière fois. On a une toute petite distance, toute petite superficie. Voilà. Et là, vous avez un dégradé sans avoir de cases. Alors, bien sûr, vous allez me dire que pour le moment, on perçoit les différents endroits où l'on s'est décalé avec les crayons. C'est normal puisque là, on a une première couche. Maintenant, ce qui est intéressant de réaliser, une fois qu'on a fini ça, c'est de faire le travail à l'envers. Je vous explique. C'est-à-dire qu'on va tout doucement repasser, mais sans appuyer avec le crayon, sur la couche juste avant. Et progressivement, ça va nous permettre de venir masquer les différences de traits. Alors, j'ai très difficile à parler en même temps que de faire les exercices, mais vous voyez quand même qu'on a cette différence. Le fait de repasser tout doucement va nous permettre, sans appuyer, hein, j'insiste, nous permet de dissimuler les arrêts. Donc, c'est-à-dire les arrêts, c'est quand à chaque fois qu'on s'est décalé, on a recommencé, on a eu des traits, des petits coups de trait, c'est normal. Et donc, voici la technique idéale. Maintenant que vous avez compris le système ici, je vais vous réaliser l'exercice en accéléré sur la bonne fiche. Si vous voulez, pour avoir un pense-bête, je vais faire une incrustation d'image de ce petit plan-ci dans la feuille lors de mon montage vidéo. Donc, vous devrez avoir quelque chose qui se passe à l'écran. En avant! Et voilà, c'est terminé. On a bien dégradé du clair au foncé avec quelque chose, comme je dis aux élèves, de fluide, c'est-à-dire quelque chose qui coule sans avoir de fragmentation entre les différents passages de valeur en valeur. Vous remarquerez ici que j'ai laissé un petit peu plus la fragmentation pour vous montrer justement en direct, si je puis dire, comment arriver à masquer ceci. Donc, comme je vous l'ai expliqué juste précédemment, le but c'est de gérer la pression du crayon.
et de ce fait, de gérer vos différents résultats avec les valeurs. Quand vous avez ce genre de petites choses qui arrivent, ce qu'il faut faire, c'est prendre votre mal en patience, si je puis dire, et repasser tout doucement avec votre crayon, donc ici en l'occurrence c'est le B, de manière à venir réaliser tout doucement un fondu pour qu'on perçoive un petit peu moins. Alors ce ne sera jamais rattrapable à 100%, mais ça le sera un tout petit peu. Par contre, ce que vous devez vous mettre en tête, c'est que d'office, vous allez avoir quelque chose d'un peu plus foncé, puisque vous repassez par-dessus une valeur, et donc le fait de repasser par-dessus la valeur, forcément, vous mettez une couche supplémentaire, et donc vous foncez progressivement. C'est d'ailleurs ce qui m'amène à vous conseiller une petite chose. Il est toujours préférable d'y aller vraiment d'une pression très légère pour avoir quelque chose de très clair et ainsi pouvoir foncer progressivement. Il est plus facile de foncer progressivement que d'éclaircir. Une fois que vous avez une valeur foncée ici, comme ceci, pour l'éclaircir, eh bien, vous pourrez essayer la gomme, d'accord, vous allez retirer de la matière, mais vous allez toujours percevoir une matière foncée à l'arrière, donc vous ne saurez pas éclaircir à 100%. Donc il vaut toujours mieux y aller tout doucement, commencer par le clair et progressivement foncer. Alors, vous pouvez percevoir qu'on voit un petit peu moins ici la fragmentation. Elle est toujours visible, mais voilà, c'est le jeu, c'est ainsi. Il faut donc bien faire attention à vos pressions, mais le fait de repasser avec le crayon, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'atténuer cette fragmentation. Alors bien sûr, vous devez le refaire avec tout le crayon, tous les crayons, pour ne pas avoir une fragmentation qui de là va se déplacer à là. Mais ça en vaut le coup puisque c'est ainsi que vous allez obtenir quelque chose de vraiment très, très chouette. Alors, cette technique-ci, c'est la technique par excellence que l'on va utiliser pour réaliser des mises en valeur sur des volumes et donc pour obtenir différents modelés, pour obtenir vraiment la sensation d'un volume sur la feuille. Ce qui m'amène à vous parler du second petit exercice. Donc, ce sont des exercices d'études, ce sont tip-top le genre d'exercice qu'on fait quand on étudie les crayons, quand on part à leur découverte. Alors, ça paraît vraiment très théorique dans un premier temps, mais quand vous maîtrisez tout ça, quand vous comprenez la manière de fonctionner, eh bien, je vous assure que pour la suite, ça va vraiment être beaucoup plus limpide et beaucoup plus facile pour vous poser vos ombres et vos lumières, que ce soit avec le crayon ou avec d'autres matériaux, parce que le fait de travailler avec des valeurs claires, moyennes et foncées, c'est vraiment quelque chose de transférable dans toutes les techniques, puisque ici, oui, on est en train de travailler avec un crayon, mais quand vous allez travailler avec des crayons de couleur, vous allez aussi avoir des valeurs claires, moyennes, foncées. Quand vous allez travailler avec des pastels aussi, quand vous allez travailler avec de la peinture, bien qu'il y ait des notions techniques différentes et relatives évidemment à la matière, au médium, mais il y aura toujours du clair, du moyen et du foncé. C'est vraiment ce qui va vous permettre de placer donc les lumières et les ombres, et ça vous allez en avoir dans tout ce que vous allez pouvoir aborder comme technique, avec, je le réitère et j'insiste, des modifications liées aux techniques. Mais le concept de base, lumière, ombre, dégradé, il est dans tout. Allez, maintenant cette technique-ci, vous avez vu, on l'a appliquée de façon, je vais appeler ça de manière linéaire. Maintenant, on n'a pas que des cadres à remplir. Pour pouvoir créer le volume et donc la sensation du relief, du modelé sur une feuille, on va utiliser donc ces valeurs. Première petite notion, il y a ici donc une sphère. Pour vous aider dans un premier temps, j'ai fait des petites séparations dans cette sphère pour pouvoir vous expliquer comment procéder. Ce qu'on va pouvoir observer ici, c'est que vous avez une ombre portée ou posée. C'est l'ombre qui est créée justement en opposition avec la lumière, ce qui va nous donner comme indice que la lumière vient, hop, comme ceci. On a notre petit soleil ou notre petit néon, notre petit spot, peu importe, qui vient toucher le volume ici. Ce qui veut dire que nous allons devoir travailler avec des valeurs claires ici pour progressivement, s'éloignant du soleil, venir foncer. Pour ce faire, on va ressortir nos trois crayons, le H, le HB et le B, et appliquer cette méthode à la sphère. Mais attention, pas n'importe comment. Vous n'allez pas pouvoir remplir la sphère comme ceci. Parce que si vous remplissez comme ceci tout bêtement, ou comme ceci, donc la façon dont j'ai rempli les cases ici ou le grand rectangle ici, vous n'allez jamais obtenir votre effet de modelé. C'est pourquoi on va commencer
à parler des lignes de contour. Donc la ligne de contour, la forme englobante, ici en l'occurrence c'est un rond, un cercle qui va donner naissance à une sphère. Et cette forme englobante, nous allons devoir la respecter pour venir placer nos lumières et nos ombres. Alors, je suis consciente que faire un trait arrondi, ce n'est pas facile dès le départ. Même moi, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident, c'est pas ce qu'il y a de plus naturel. C'est pour ça que quand vous êtes forcément sur une feuille, vous avez cette magie de la feuille qui vous permet de tourner justement votre support. En classe, au tableau interactif, comme je le dis à mes élèves, je ne peux pas leur montrer en tournant le tableau, mais eux qu'ils s'amusent justement à exploiter le papier en tournant leur support pour venir poser justement les valeurs. Et de ce fait, on va suivre la courbure et donner progressivement, avec le placement des valeurs claires et des valeurs intermédiaires et puis foncées, le modeler. Alors ici, voilà, je vais laisser vraiment le petit éclat lumineux blanc dans un premier instant pour vous montrer la différence. Donc vous voyez, ici on a le blanc du papier et là on a la première couche de H. Je vais ensuite donc me décaler. Donc vous voyez, là je vais laisser la couche ici et puis là je me décale. C'est pour ça que je vous ai fait des petits repères pour que vous puissiez savoir à peu près où vous pouvez vous décaler et donc passer votre couche supplémentaire de crayon. Et je continue comme ça jusqu'à ce que j'ai rempli toute la superficie de la sphère. Alors, bien entendu, on continue à gérer donc la pression sur le crayon, puisque à chaque fois qu'on va avancer de strate en strate, on va se rapprocher de l'onde. Donc forcément, on doit arriver à avoir quelque chose qui va se foncer progressivement. Et j'insiste sur le mot progressivement. J'ai donc utilisé mon crayon H jusqu'au bout en le décalant à chaque fois et donc en intensifiant à chaque fois. Maintenant, je vais pouvoir passer avec mon crayon HB et venir donc sur la suite pour venir placer la suite du dégradé. Je continue. Si vous dépassez des strates, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Si vous dépassez de la sphère, c'est pas grave non plus. C'est pas dramatique, d'accord? À l'extérieur, il y aura toujours possibilité de gommer. Donc, je me décale encore une fois avec mon crayon. Et vous voyez qu'on obtient tout doucement quelque chose d'assez sympathique. On a un beau dégradé qui vient se placer. Voilà. Hop. Et ma dernière couche de HB. Voilà. Et vous avez déjà une autre sensation au point de vue du rendu. Maintenant, je vais, avec mon B, placer l'ombre portée. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que je ne suis pas allée jusqu'au bout? Tout simplement parce que ici, pour garder ma cohésion au point de vue du trait, c'est beaucoup plus judicieux de tout simplement garder le H et le HB pour la sphère et venir après, puisque regardez, on a tout de suite un trait différent avec le B. Qui plus est, si vous vous souvenez, je ne suis pas obligée d'utiliser directement, je ressors ma feuille, là. Je ne suis pas obligée d'utiliser mon H jusqu'au bout ici, puisque mon B a une valeur beaucoup plus foncée que le H quand je commence à avoir un appui plus important sur mon crayon. Donc avec un appui plus important, je vais tout simplement venir remplir mon ombre portée. Alors, je ne la remplis pas n'importe comment également, parce que si vous faites des traits dans tous les sens, vous allez avoir quelque chose qui ne sera pas cohérent du tout et qui visuellement ne sera pas du tout très joli. Et donc, je vais respecter la courbure de la forme englobante de mon ombre portée. Et on y va, on continue. Donc vous voyez, je ne fais pas en un seul trait, je tourne ma feuille quand je vois que mon poignet ou que mon crayon ça va pas aller et je récupère tout simplement
en venant faire le mouvement de l'autre côté. Et ça fonctionne très bien. Regardez-moi ça. Hop là. Personnellement, je ne suis pas satisfaite. J'ai envie d'ajouter un petit peu plus d'intensité. Eh bien, je vais tout doucement, sans appuyer, à ce moment-là, pour éviter qu'on voit mes traits, croiser des traits dans l'autre sens et oh magie, regardez, comme je superpose une couche de mon crayon, eh bien, je fonce en même temps. Voilà. Et voilà, ainsi vous avez votre sphère. Maintenant, je vais vous montrer une petite astuce. Donc, j'ai laissé ici dans un premier temps le petit rond, donc le rond où il y avait l'intensité lumineuse la plus importante, pas avec le blanc du papier. Et bien maintenant, regardez, je vais le remplir pour vous montrer que vous auriez très bien pu commencer en ayant, voilà, la valeur ici, et vous auriez pu prendre tout simplement une gomme et venir gommer un petit peu pour avoir un éclat lumineux. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une gomme stylo. Vous pouvez bien entendu avoir une gomme normale et venir donner un petit coup de gomme. Et voilà, vous avez votre petit éclat lumineux. Donc ça, c'est une astuce supplémentaire que je vous conseille d'utiliser. Ensuite, maintenant, on allait se faire comme ça. Donc, il y avait des indices, vous aviez des strates, vous aviez l'ombre portée qui est là. Mais ici, on a des simples ronds. Alors, ces simples ronds, on va les travailler de manière à ce que vous ayez une source lumineuse. Donc, imaginez que mon bic ici, c'est une source lumineuse. Une source lumineuse qui va venir pile poil au milieu. Une source lumineuse qui va venir par-dessus. Une source lumineuse qui va venir par la gauche et une source lumineuse qui viendra par la droite. Pour ce faire, on a une surface qui est beaucoup plus petite que ceci. Je vais vous conseiller d'utiliser uniquement le crayon H et HB puisqu'on n'a pas assez d'espace que pour trop foncer. Et donc, je sais que ma valeur ici est au centre, donc je vais donc tout simplement, en suivant ma forme englobante, donc j'ai mon bic qui m'a fait une marque là qui m'ennuie, voilà. Je vais donc, même combat, tourner ma feuille pour avoir la possibilité de garder la logique de la forme englobante. Venir placer mes valeurs. Je vais estomper un petit peu. Nouvelle petite notion, l'estompage. Vous pouvez estomper avec votre doigt sur des petites surfaces comme ça. C'est vraiment pas compliqué. Il existe également ce qu'on appelle des outils des estompes. Je vais vous montrer un outil ici. Donc moi, c'est des grandes pour raison XY, pour des plus grands dessins. Et donc les estompes, ce sont des espèces de bâtonnets en matière cotonneuse, comme ça, comme des mouchoirs un peu, qui sont compressés et qui vont vous permettre, donc, quand vous avez envie d'estomper, comme j'ai fait avec le doigt, de venir frotter tout simplement votre surface avec ceci. Maintenant, quand vous estompez, toute la valeur est aplatie. Ça veut dire qu'il va falloir donc retravailler pour redonner de l'intensité. Mais c'est tout à fait intéressant. Alors, il y a les adeptes ou les puristes, je dirais, qui vous diraient on n'a pas besoin d'estompeur quand on sait manier ses crayons et qu'on sait réaliser des beaux dégradés. C'est vrai. L'estompe est un outil qui a été inventé pour nous faciliter la tâche, en quelque sorte. Mais fondamentalement, c'est pas obligatoire, on n'en a pas besoin. J'ai pas utilisé d'estompe ici. Mais quand on est apprenant, je trouve que c'est toujours beaucoup plus motivant d'avoir un beau résultat. Et en utilisant l'estompe ou en ayant une estompe à portée de main, ça peut parfois être rassurant, il faut l'avouer. Donc, ici, je vous montre sans estompe, la surface n'est pas assez grande. Donc, vous avez vu, j'ai mis vraiment une valeur très claire avec mon H. Et là, je suis en train de faire la valeur un petit peu plus foncée avec mon HB. Alors, quand je dis que avec l'estompe, on ne peut pas l'utiliser, c'est faux parce qu'il existe des estompes beaucoup plus petites, mais moi, j'en ai pas puisque je ne travaille pas en aussi petit avec les estompes. De ce fait-là, c'est pour ça qu'ici, moi, je ne peux pas. Mais vous pourriez, si vous achetez des très très fines estompes, ça existe, les exploiter, il n'y a aucun souci. Et donc, progressivement, vous voyez, on va venir donner l'effet d'ombre et de lumière à cette petite bille, puisque l'on n'est plus sur quelque chose de plat. On commence tout doucement à avoir un volume, un relief, et on va
dire que ce sont des petites billes. Alors, bien entendu, l'effet n'est pas super top puisque vous avez ici un certi noir que moi j'ai fait à l'Artline pour pouvoir photocopier cette fiche et la mettre à disposition pour mes cours et ainsi de suite. Donc forcément, si vous avez l'occasion de faire l'exercice sans ce certi noir, allez-y. Quitte à venir à ce moment-là avec votre B, je vous le montre quand même ici, venir placer avec le B justement cette ligne. Voilà. Et donc maintenant, on va faire pareil avec les autres. Vous remarquerez que quand j'ai travaillé ici, je n'ai pas placé un rond au milieu. Pourquoi? Tout simplement, si je place un rond, je vais avoir une marque. Or, la lumière ne laisse pas de marque comme ceci. Ici, c'était vraiment pour vous montrer, pour vous expliquer comment procéder. Et donc, ici, ma lumière, elle vient de droite, donc je vais tout doucement venir poser mes valeurs, mais sans faire un dessin. Quand je dis sans faire un dessin, je reprends mon papier de brouillon. C'est-à-dire que si vous avez un rond comme ceci, d'accord, ne faites pas le rond lumineux là, ne faites pas le rond, la lumière là, ça ne sert à rien. Parce qu'après, bonne chance pour ne plus avoir votre fragmentation ici. Donc, on y va pour la suite. Donc, j'ai toujours mon crayon H en main. Je commence toujours avec mon crayon H. Je le décale un peu pour foncer un peu plus vers la gauche. Je prends un petit peu mon HB pour venir accentuer l'ombre. Et ici, je ne suis pas satisfaite, moi, parce que je trouve qu'il y a cet effet de fragmentation. Même s'il est minime, je le perçois. Donc, je vais reprendre mon H et je vais repasser sur le HB, sur la zone avant. Et ainsi, j'obtiens ce qu'on appelle un fondu. Et vous voyez ici, je n'ai même pas estompé. Et on perçoit bien que la lumière vient par ici. Vous pourriez estomper un tout petit peu là, si vous voulez, pour éviter de percevoir des éventuels traits. Maintenant, la lumière, elle vient de gauche. Et bien, même chose. Moi, c'est plus facile dans l'autre sens, je vous l'avoue, je suis une watcher. Donc, je tourne ma feuille. Et on continue. Toujours les mêmes exercices, toujours le même combat. On gère la pression sur son crayon. On n'appuie pas trop. C'est plus facile de foncer progressivement que d'éclaircir. Ça, gardez toujours bien cette règle à l'esprit, parce que vous verrez que c'est important. Et ça va vous faciliter la vie pour beaucoup de choses. Si vous vous dites, je pars, même si je sais que là, ça doit être foncé, je pars avec une valeur claire, eh bien, vous verrez que ce sera plus simple. Il vaut mieux superposer petit à petit pour arriver à la valeur foncée que vous voulez obtenir que d'y aller trop fort et après d'avoir un résultat qui n'est pas optimal. Ici, ma lumière vient du haut. Alors, certains auront plus facile pour travailler à droite, d'autres à gauche. Donc ça, je rappelle, vous tournez votre feuille, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas se leurrer. Poser des ombres et des lumières dans un cercle pour en faire une sphère, une bille, un globe ou que sais-je, ce n'est pas l'exercice le plus simple. C'est pour ça que je commence avec l'exercice le plus compliqué dans ce sens, où après le reste va vraiment sembler plus simple aux élèves lorsque vous serez déjà passé par le placement des lumières et des ombres sur une sphère. Quand vous passez sur le placement justement des lumières et des ombres sur un cube, sur un cylindre ou autre, donc vous voyez tout de suite que c'est déjà un peu plus facile puisque le plus difficile, vous l'avez déjà réalisé. Si vous savez placer des lumières et des ombres sur une sphère, vous saurez placer des lumières et des ombres sur tout autre objet. Et voilà. Vous avez donc ici l'application. Hop, je dézoome. Vous avez donc ici l'application sur les sphères, sur les ronds qui deviennent des petites billes, des valeurs de gris avec l'utilisation du crayon
H, du crayon HB qui vient faire la transition entre le H et notre crayon B. Voilà, j'espère que cette première fiche va vous aider. Maintenant, nous allons passer à un exercice un petit peu plus de niveau supérieur, quoique certains auront plus facile, puisque comme je vous le disais justement, la sphère est quand même en général un peu plus compliquée à réaliser. On se retrouve pour la fiche suivante. Et voici l'exercice suivant. On va placer donc les lumières et les ombres sur un cône et sur un cube. Première constatation, vous avez l'ombre portée pour le cône qui part par là et pour le cube qui part par là. Ça veut dire tout simplement que la source de lumière ne va pas être tip-top au même emplacement. On va également, dans cet exercice, devoir appliquer ce que nous avons vu précédemment lors de l'utilisation du dégradé de valeur ici en superposant et en décalant les crayons et en tenant compte de ce que je vous ai expliqué ici, la forme englobante. La forme englobante ici, au point de vue du cône, elle est comme ceci. Vous avez une partie, on va dire, de pyramide et vous avez le bas du volume qui est plutôt en ellipse. Donc si on prolonge, si on fait la partie non visible, on aurait au final un cercle en perspective qui n'est nul autre que une ellipse. Bon, ça c'est de la géométrie, on ne va pas s'attarder sur ça. Tout ça pour vous dire que vous allez avoir des traits de crayon, donc de forme englobante, dont suivent la forme englobante, qui sont différents. Vous allez avoir des traits qui vont faire ceci. Au plus vous allez vous rapprocher du milieu, au plus vos traits vont être plus verticaux. Au plus vous allez vous rééloigner du milieu, vous allez aller vers la droite, au plus vos traits vont de nouveau être penchés. Et vers le bas, vous allez devoir donner un trait donc incurvé pour suivre la courbure. Mais avant de placer ceci, on va essayer de trouver où se trouve la source lumineuse. Si je mets ma source lumineuse ici, je n'aurai pas d'ombre portée là, c'est pas possible. Il faut que pour avoir une longue ombre portée comme ceci, la source lumineuse soit plus haute. Donc, je pourrais la mettre ici, vous allez me dire, mais non, parce qu'alors ça veut dire que l'ombre portée, elle est pile poil à l'opposé de la source lumineuse, et si ma source lumineuse est là, mon ombre portée sera là. Elle n'est pas non plus là, puisque là, notre ombre portée est à droite. Donc, notre source lumineuse ne peut jamais être du même côté que l'ombre portée. On va donc être à l'opposé et on va avoir une source lumineuse, donc qui, en l'occurrence ici, va sortir du papier et qui doit être en hauteur, voilà, et éloignée, mais du côté gauche. Retenez seulement ceci. Si votre source lumineuse était plus ici, vous aurez quelque chose de très clair là. Or, comme la source lumineuse est plus haute, on va avoir une zone plus claire pour tout ceci. D'accord? Donc, je vais commencer à placer ma valeur la plus claire en vous montrant donc le sens des traits. Voilà. Après, je donne un trait de crayon qui est courbé. Et moi, pour ma facilité, je vais commencer à pencher ma feuille. Et je vais donc passer dans tout mon volume avec mon crayon H. Donc, j'applique vraiment ce que je vous ai expliqué juste avant. Si je trouve que j'ai trop de traits, je passe un peu avec mon doigt pour aplanir tout ça, il n'y a pas de souci. Et progressivement, je vais venir, donc je me décale avec mon crayon pour venir foncer progressivement. Et c'est dans ce cas d'exercice qu'un affutoir va être pratique. Pourquoi? L'affutoir, regardez, je vais décaler ceci pour ne pas faire de tâches. Je vais venir avec mon crayon penché, frotter sur la mine. Ce qui va me donner un biseau, mais qui va surtout aplatir ma mine. C'est quelque chose, donc on essuie après avec son doigt ou avec un papier pour ne pas avoir des petits dépôts sur sa feuille. C'est quelque chose qui va me faciliter la tâche pour faire ce genre de manipulation. Parce que si vous travaillez avec une pointe, bon, je reprends ma petite feuille ici. Si vous travaillez avec un crayon, je vais prendre un crayon qui est plus pointu pour vous montrer. Voilà, un 5H ici. Si vous travaillez avec une pointe, vous allez avoir
si vous ne maniez pas bien le crayon, tendance à avoir les traits. Tandis que si je travaille justement avec ma pointe qui est légèrement limée, biseautée, je vais avoir quelque chose, c'est plus facile déjà pour avoir une plus grande surface, mais je vais avoir quelque chose où on aura moins les traits de crayon. Donc, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais c'est quelque chose qui est intéressant, qui a le mérite d'exister, une astuce qui est possible. Donc, en classe, je n'ai pas d'affûtoir, je n'ai pas de papier de ponce non plus, donc de papier abrasif. Ça, c'est parce que j'ai pas envie que mes élèves aient ça entre les mains, en tout cas en classe, pour ne pas que ça parte en cacahuète. Et donc, de ce fait, ils font l'exercice comme ça. Par contre, ce que vous pouvez faire, ce que j'ai déjà dit à mes élèves, c'est qu'il suffit de prendre une feuille grainée et vous frottez le crayon et vous allez aussi obtenir le même résultat. Peut-être un petit peu moins vite qu'avec un affûtoir et donc avec un papier un peu plus abrasif, mais il y a tout à fait possibilité d'y aller, puisqu'à chaque fois que vous utilisez votre crayon toujours sur la même face, vous allez l'aplatir, donc c'est possible aussi. Et donc voilà, je viens poser donc justement mes différentes valeurs. Voilà, mon chat qui fait un petit coucou, hop, voilà. Et je continue. Et je vais continuer jusqu'à ce que j'obtienne un résultat qui me convienne. J'ai terminé avec le H. Maintenant, je vais prendre mon HB. Je vais faire pareil avec mon HB. Je retire, vous voyez, pour ne pas avoir des dépôts, voilà, cherchez le mot, des dépôts sur mon dessin. Et je fonce. Alors, effectivement, tu vas me dire, c'est pas très foncé, hein, ça va pas. Je vous le répète depuis le début, je vais pas foncer très vite au départ parce que moi, j'ai pas envie de ne plus savoir éclaircir si j'ai envie d'éclaircir. Donc oui, ce sera foncé un petit peu plus tard. Et pour ce faire, je vais vous lancer la vidéo en accéléré. Et voici donc le cône est terminé. Donc vous voyez qu'on a la source lumineuse ici, qu'on a l'ombre portée. Alors on est vraiment dans un exercice théorique comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ça veut dire que l'ombre portée ici elle va être très nette. Si vous regardez une ombre portée, par exemple l'ombre portée de ma main ici par rapport à la source lumineuse qui est donc qui est hors champ caméra, eh bien vous n'avez pas quelque chose d'aussi net qu'ici. C'est normal, ça va un petit peu s'étioler, mais ici c'est quelque chose de théorique pour vraiment apprendre et pour apporter ou amener, si je puis dire, la compréhension du fonctionnement du système des ombres et des lumières. Maintenant, on va passer au cube. Donc le cube, il pourrait y avoir plusieurs possibilités de travailler. Mais moi, je vais essayer de vous expliquer celle qui, pour moi, est la plus cohérente et la plus correcte. Enfin, pas la plus correcte, mais du moins la plus aisée à comprendre et à appliquer, donc quand on est débutant, puisque effectivement, je m'adresse en règle générale à des élèves qui sortent du primaire, qui arrivent en première secondaire, et donc ce sont vraiment les bases du dessin, de manière à ce qu'ils puissent appliquer ça dans différents cas de figure, différents exercices. Donc si vous êtes artiste confirmé, effectivement, il y a peut-être des choses qui vont vous paraître un petit peu peut-être un peu étrange puisque vous aurez une autre façon de voir les choses et c'est tout à fait normal. Donc je le rappelle, ma chaîne c'est quand même plutôt pour un public, je veux dire, débutant qui se forme progressivement et aussi donc au départ la chaîne a été créée pour que mes élèves puissent avoir accès à des vidéos durant la partie Covid et donc j'ai continué pour pouvoir donc alimenter le cloud de l'école avec des vidéos pour avoir des exercices et ainsi de suite à domicile. Bref, ça c'était pour la petite histoire. Maintenant, on va se relancer dans le cube et vous avez ici donc l'ombre portée. L'ombre portée, ici, on va en déduire que, comme vous l'avez vu, la lumière ne peut pas être ici. Elle va se situer à l'opposé de l'ombre portée. Donc, on est dans cette zone-ci. Si je considère que ma source lumineuse est à peu près ici, à ce niveau-là, je vais savoir que je vais avoir du clair ici.
Je vais avoir du moyen et je vais avoir du foncé un petit peu sur le bord là. Ici, ce n'est pas qu'on n'a pas du tout de lumière, c'est surtout qu'on en a moins. Ça ne veut pas dire que, on ne va pas avoir une valeur moyenne. Ça ne veut pas dire non plus qu'on va avoir quelque chose d'aussi sombre là que là, puisque l'ombre portée reste la zone la plus foncée, la zone la plus dans l'ombre. Et donc c'est pour ça qu'ici on va devoir travailler un petit peu en ajustant les différentes faces, en parallèle si je puis dire. Ce qui ne veut pas dire que vous allez pouvoir remplir votre cube comme ceci, non. Vous devez toujours prendre connaissance des lignes de la forme englobante. En l'occurrence, ici, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous travaillez dans le sens vertical, puisque vous avez des droites ici qui sont verticales, soit que vous allez travailler légèrement penché, puisque vous avez ici les droites du dessus de la face du cube, donc en l'occurrence des carrés en perspective, qui sont penchés. Personnellement, ça c'est vraiment ma vie personnelle, je trouve que c'est plus facile de travailler comme ceci et comme ceci. Par contre, la face du dessus, vous ne pouvez pas la travailler ainsi, sinon vous n'aurez jamais l'effet de perspective, donc de la face du cube avec les fuyentes qui partent par là. Vous allez devoir donc respecter l'inclinaison de ces deux lignes-ci pour venir remplir votre face du dessus avec l'ombre adéquate. Vous allez voir tout ça en accéléré et on reparle un petit peu des constatations en fin de travail. Et voilà, donc l'exercice du cube est terminé. Vous avez vu que j'ai travaillé sur les trois faces de manière parallèle, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur celle-ci, puis celle-ci, et ainsi de suite, de manière à venir poser les valeurs de la façon la plus harmonieuse possible sur les trois faces. J'ai donc respecté le système de superposition des crayons tel que je vous l'ai montré sur les exercices précédents. Et vous pouvez également constater que la zone claire vient ici, que là, on a quelque chose de moyen et là de foncé. Donc le foncé vient opposer l'ombre portée à la source lumineuse. Ma source lumineuse est quand même si elle est de ce côté-ci, assez éloignée de mon sujet qui est le cube, puisque si mon point lumineux, donc ma source lumineuse était plus proche, la zone claire serait bien évidemment beaucoup plus marquée. Ici, elle est diffuse puisque ma source lumineuse est un peu plus éloignée. Donc ça, c'est une astuce à garder en tête quand vous placez les ombres et les lumières. Si votre source lumineuse est plus proche, vous avez quelque chose de beaucoup plus clair dans la zone des valeurs claires. Si elle est plus éloignée, vous allez avoir quelque chose évidemment d'un peu plus diffus, de moins marqué. Ça va également jouer sur la proportion de votre ombre portée. Voilà donc ce qui arrête notre vidéo concernant l'apprentissage de l'utilisation des crayons, des valeurs de gris, pour placer donc justement vos lumières et vos ombres. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura apporté quelques précisions techniques, mais également théoriques. Et si vous voulez d'autres vidéos un petit peu plus théoriques dans ce style-ci, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire, mettre un petit pouce parce que ça fait toujours plaisir, un petit like en plus. J'en profite également pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées et qui progressivement font monter le compteur au nombre des abonnés à 687 la dernière fois que j'avais consulté. Donc je vous remercie. N'hésitez pas à me dire également en commentaire s'il y a d'autres vidéos qui vous plairaient, si vous voudriez des lives ou autre chose. Enfin voilà. N'hésitez pas, je ne dis pas que je réaliserai des vidéos sur tout ce que vous me demandez, mais j'essaierai vraiment de vous contenter. En plus de cette visée qui est quand même assez pédagogique, puisque c'est en parallèle avec mes cours dans ma classe, donc par rapport à mon métier, parce que je suis enseignante en arts plastiques. Et si vous avez donc des questions, je le répète, n'hésitez pas. La chaîne, donc je vous l'ai dit, c'est vrai que c'est pour des débutants, mais c'est pas pour autant qu'on doit avoir forcément 10-11 ans quand on débute. On peut être plus âgé
pour débuter. Il n'y a pas d'âge lorsque l'on veut commencer à s'intéresser à comment dessiner, quelles sont les notions importantes à maîtriser avant d'aller plus loin. Donc voilà, j'arrête avec mon blabla parce qu'à force, vous allez en avoir marre. Je vous dis à la prochaine et bye bye.